Salut à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review de Raw du 23 juin 2025 et donc pour démarrer le show, et bah déjà je vais revenir sur un petit détail qui s'est passé dans le catch français ce week-end. Donc je dédie déjà cette vidéo à Reda BYB, donc voilà, ça c'est dit. Et donc pour ouvrir le show, on a une petite promo de Seth freaking Rollins qui nous a dit tout simplement: vous êtes la bienvenue à Monday Night Rollins, il est visionnaire, il est un révolutionnaire, il est Seth freaking Rollins. On dit que les fans ici lancent des signaux contradictoires. Alors il y a une question pour les gens ici. Qu'est-ce qu'ils veulent? Les fans chantent pour CM Punk, Rollins dit qu'une minute, on chante pour CM Punk, l'autre on chante pour OTC, l'autre on aboie pour le chien. Et l'autre on chante son thème son. Ça lui fait mal de voir que les fans n'ont aucune idée de ce qu'ils veulent vraiment. Alors il se fout de ce que les fans veulent. On se dit qu'on ne sait pas ce qui est bon pour nous, donc on a besoin d'un visionnaire comme lui pour nous dire ce qui est bon pour nous. On se dit qu'il veut essayer quelque chose, même les choses qu'on pense vouloir sont à cause de lui. Comme Roman Reigns et le OTC, Roman Reigns existe grâce à lui. CM Punk a dit qu'il est revenu car on chantait son nom, mais CM Punk est revenu car son compagnie. Cette compagnie voulait profiter de la haine qu'il a pour CM Punk afin d'organiser des combats. Cody Rhodes, c'est lui qui l'a mis sur la carte. Sinon, il y aurait. On dit que parlant d'opposition, LA Knight a mis le nez dans leurs affaires et il a eu tsunami après ça pour la remettre à sa place. Ensuite, son chien. Voilà, même de régler le compte d'un autre de leurs opposants, Penta. Il y a beaucoup de gens ici qui croient avoir ce qu'il faut pour être au sommet des champions comme John Cena et Gunther et des adversaires comme Goldberg, Cody Rhodes, aussi ceux dans le tournoi King of the Ring. Mais cet homme n'arrive pas à comprendre qu'il se bat dans une course pour la seconde place. La monnaie, la mallette monnaie de banque et la finale se rapporte toujours 7 freaking Rollins. Franchement, j'ai beaucoup aimé ce petit speech, cette petite promo de Seth Rollins qui a lancé parfaitement ce WWE Raw. Franchement, c'était une bonne construction, un bon lancement de show de Seth Rollins qui a vraiment démontré et lancé vraiment le show comme il le fallait. Donc j'ai apprécié comment la WWE a construit cela. Mais quand même, il y a du mieux à faire. Je trouve que Rollins, il est un petit peu trop acteur et leader. Il guide un peu trop son groupe et c'est peut-être ce qui va le guider à l'implosion du groupe. Peut-être un jour, peut-être pas tout de suite, ils viennent de se créer. Mais en tout cas, c'est quand même un très très bon début de show, une très très bonne promo de Rollins qui a vraiment fait du bien à cette compagnie. Donc j'ai beaucoup apprécié ce qui s'est passé dans cette promo et comment elle a été tournée. Donc on va bien voir ce qui va se passer par la suite. Mais quand même, on a un très très bon Seth Rollins qui est vraiment sur les devants de la scène et prouve toute la détermination et tout le passif et le présent qu'il a. Donc on va bien voir dans les prochaines semaines ce qui va se passer. Mais j'apprécie vraiment ce personnage de Seth Rollins qui est vraiment un heel arrogant et qui dit qu'il est la top star numéro 1 avec cette mallette. Je suis parfaitement d'accord avec lui, c'est un point positif. Passons donc au premier match de la soirée, Braun Breaker vs Penta. Franchement, là, on a eu un match qui valait le détour, qui valait le pesant de cacahuètes. J'ai apprécié comment la 2 a construit franchement cette rivalité avec Braun Breaker et Penta face, enfin, face au clan de Braun Breaker de Penta et de ses alliés. Franchement, Penta, Zero Unido, etc., c'est assez drôle comme slogan, mais j'apprécie aussi comment la 2 gère et construit les matchs de Penta ces dernières semaines, ces derniers mois, ces derniers temps. J'ai vraiment apprécié comment ils l'ont mené, ils ont mené la barque, quoi, comment ils ont fait pour construire ces rivalités. C'était vraiment une excellente chose de voir un Braun Breaker vraiment dominer et montrer sur les devants de la scène tout simplement qu'il mérite d'être l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur lutteur ces derniers temps. On a un Raw qui est parti sur le chapeau de roue avec la promo de Rollins. Le Breaker 30 Penta l'a lancé un petit peu plus. Franchement, j'ai apprécié comment la WWE a construit ce scénario, cette rivalité, tout ce que vous voulez. On a eu vraiment une sacrée belle opposition, une sacrée belle affiche. Et c'était quand même assez bien la part de la WWE de mettre ce match-là entre un luchador masqué et puis Braun Breaker qui avait vraiment besoin de lancer ce tel type de rencontre-là. On a une brute face à un catcheur qui sait faire de la voltige, etc., etc. Enfin bref, on a une super opposition de style, un super une super belle affiche, une super belle rencontre finalement
Penta va sortir en springboard, mais il va se faire bloquer par un spear en plein vol de Braun Breaker dévastateur. 1, 2 et 3 est logique. En fait, c'est logique que Braun Breaker gagne ce match. Il est vraiment sur une pente ascendante les dernières semaines, les derniers mois, et j'apprécie comment la WWE amène les victoires de Braun Breaker ces derniers temps. Il en avait besoin en fait en solo, il peut gagner autant de fois que possible, et c'est quand même une bonne chose de voir un Braun Breaker vraiment dominer, badass, tout ce que vous voulez. Franchement, j'apprécie comment la WWE met son bateau et sa barque. Et donc, comme je vous le disais, c'est une victoire et un point positif du badass Braun Breaker. Et franchement, s'il continue à le guider et à montrer le point peut-être un peu moins positif du show, je vais y venir juste après, cette belle image de la victoire de Braun Breaker, qui est un point positif, c'est la blessure de Dominique, qui est l'autre blessé du Johnzel. Le match à Night of Champions est annulé. Mais AJ Styles aura son match dès le retour de Dominique. Franchement, je trouve ça bien de la part d'Adam Pearce de prendre ce type de décision-là, parce qu'on a quand même un AJ Styles qui était vraiment pas content de cette supposée blessure de Dominique, ou de cette prétendue blessure. Enfin, on ne sait pas trop s'il était réellement blessé ou si la WWE avait besoin de lui donner du repos par rapport à Night of Champions. Mais en tout cas, Dominique n'a pas patienté pour avoir un tel match, surtout que AJ Styles, je pense, est prêt à donner une leçon à Dominique. Il va juste patienter un petit peu que Dominique se remette de sa blessure. Mais quand même, enfin bref. Ensuite, après, donc, on a une promo assise de Michael Cole et de Goldberg. Cole, il a demandé à Goldberg comment Gunther a réussi à faire sortir de ses gonds. Goldberg dit qu'il ne pouvait pas laisser passer ça. Il amène sa famille à un show comme un fan pour profiter de la soirée s'amuser et se retrouve pris dans un assaut verbal de Gunther. Le manque de respect de Gunther ce soir-là était incroyable. Gunther l'a humilié devant sa femme et son enfant, et en plus devant ses fans. Alors d'aucune façon il ne pouvait laisser Gunther partir sans conséquence. Même s'il avait un pied dans la tombe, il viendrait se venger alors qu'il pensait à son match de retraite et que ça sera son adversaire. Gunther a décidé de se mettre tant qu'il peut respirer. Il va faire payer Gunther. Michael Cole exprime que hors caméra, Goldberg a déclaré que oui, c'est son match de retraite, mais que s'il gagne le titre, ce sera un dilemme intéressant. Franchement, c'était une promo là aussi assez intéressante de Goldberg. On se doute que ça va être une sacrée belle rencontre à Saturday Night Main Event dans maintenant un petit peu moins de 2 semaines entre ces deux lutteurs-là. Mais on a quand même un Goldberg qui est là pour l'honneur de sa famille. Et ça, c'est beau. Franchement, moi qui me plaignais de son retour, là, il se bat pour sa famille, gars. Et je n'ai pas à me plaindre. En fait, il fait ce qu'il a à faire. Franchement, ça va être incroyable comment Goldberg va être vraiment mis sur les devants de la scène. Là, on va avoir une sacrée belle opposition de style, une sacrée affiche de la part de la WWE. Donc, je suis quand même assez heureux. Heureux et fier de Goldberg, un papa digne de ce nom. Il n'y en a pas beaucoup qui restent défendre face à un catcheur aussi arrogant que Gunther, mais franchement, ça va être incroyable comment la va faire une pétition, va faire une telle guérilla. Euh, Enfin bref, c'est un point positif et je suis quand même assez heureux de voir les raisons pourquoi Goldberg est revenu, même si c'est un dernier match. Désormais, passons à la suite. Tournoi Queen of the Ring, demi-finale, Jade Cargill, la Storm contre Roxanne Perez. La gagnante affrontera Asuka lors de Night of Champions pour devenir la Ring du Ring et avoir un match de championnat à SummerSlam. Ça, je vous l'ai assez dit, je vous l'ai assez répété. On a eu un match incroyable hors du commun. Franchement, j'ai apprécié comment la double construit un tel match. On a eu une Roxanne Perez qui m'a impressionné. Franchement, elle m'impressionne de plus en plus. Et ce, malgré de perdre ses matchs. Là, j'ai apprécié comment Roxanne Perez a délivré une rencontre, une performance, je pense, que beaucoup d'entre vous ne l'auraient pas imaginé faire. Cela quelques temps lorsqu'elle était NXT. Là, on a eu une Jade Cargill aussi qui est revenue de cela quelques temps pour se venger un petit peu de cette blessure qu'elle avait eue et qu'il avait écartée des écrans. Là, on a eu en fait une opposition de style que j'ai beaucoup aimé. Elles se sont entraînées ensemble par le passé, notamment les deux combattantes. Mais là, franchement, ça n'a rien à voir avec un entraînement. On a eu une lutte acharnée
combat hors du commun et une Jade Cargill qui avait vraiment besoin de démontrer. Alors peut-être qu'ils auraient dû laisser un peu plus de temps ou de combattants à Jade Cargill et à Roxane Perez, mais franchement, Jade Cargill, elle m'impressionne de plus en plus et je fais que de me le répéter. Je fais que de me répéter les dernières semaines. Franchement, Jade Cargill, impressionnante. Ce qui s'est passé à la fin du match, c'est que Roxane Perez a voulu faire son pop rocks à Jade Cargill qui va la repousser avec un coup de pied. Elle va enchaîner avec une powerbomb et son Jade Edge, donc sa prise de finition. Pour le compte de 3, c'est logique. C'était peut-être une marche un petit peu haute pour Roxane Perez, qui pour moi est une catcheuse de devenir, certes, mais qui a besoin encore de progresser dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, de manière incroyable. Là, on a eu vraiment une opposition de style, un combat hors du commun. Enfin, franchement, j'ai apprécié comment la WWE a démené, a fait une telle rencontre. Oui, Jade Cargill a gagné. Oui, il y en a peut-être qui vont râler parce que c'est Jade Cargill et que la WWE continue à capitaliser sur elle. Mais Roxane Perez, elle a un futur. Elle est encore très très jeune. Elle a que 22 ans, je crois, si je dis pas de bêtises. Et elle va encore progresser dans un ring. Et voilà quoi, c'était un match incroyable. Et c'était vraiment hors du commun. Ouais, elle a 23 ans, Roxane Perez. Vous vous rendez compte ou pas de là où elle est à 23 ans? Franchement, j'ai été impressionné. Regardez-moi ça. Ce Jade Head. Donc là, on a le compte de Jade Cargill. 1, 2 et 3. Donc forcément, elle fait sa petite pause habituelle et elle gagne le match. Mais c'est pas perdu du tout pour Roxane Perez. Elle va se reconstruire et elle va progresser forcément dans ces matchs-là. Jade Cargill, elle est là depuis 2 ans et franchement, c'est incroyable comment la WWE a démontré et a prouvé donc que Jade Cargill méritait sa place. Elle est donc en finale de ce Queen of the Ring face à Asuka. Donc on a eu le petit face-à-face lors du dernier SmackDown et là on avait eu un face-à-face aussi vite fait où elles se sont juste regardées. Mais j'ai pas mis la photo malheureusement, je n'ai pas pu. Je ne l'ai pas trouvé, mais bref, c'était quand même assez incroyable et c'est une belle finale, franchement. Qui aurait cru que Jade Cargill et Asuka se retrouvaient en finale? C'est un point positif. Juste après, on a le World Heavyweight Champion Gunther qui a dit que la semaine dernière devait être ça. C'est lui qui est célèbre, qui sait ce qu'il revient le championnat. Mais au lieu de ça, Bill Goldberg est venu sur le ring pour lui dire qu'il était le prochain. Alors il y a beaucoup réfléchi sur ce que signifie d'être le prochain, qui peut normalement dire se faire spear en dehors de ses bottes, un jackhammer et perdre en regardant les lumières. Mais ce n'est plus 1990, c'est 2025 et aujourd'hui il est le gars, il est le meilleur catcheur de la compagnie World Heavyweight. Le groupe, il a entendu l'interview de Gover, mais rien ne changera sa perception. Il joue un vieux de 58 ans qui ne peut pas enfiler ses bottes. Alors il veut prendre ce moment pour s'excuser à sa femme et son fils pour tout ce qu'il va lui faire à Saturday Night Main Event. Goldberg n'a jamais affronté quelqu'un comme lui. Il l'a déjà humilié une fois. Il va répéter l'expérience pour s'assurer que l'héritage de Goldberg disparaisse pour toujours. Enfin, c'était un autre mot, mais je le dirai pas. Bref, franchement, très très bonne promo de Gunter. Franchement, il est surboosté, surénervé. Et je trouve ça assez intéressant de voir un Gunter énervé. Et une chose incroyable que la douleur peut démontrer ces derniers temps, c'est que franchement, Gunter, depuis qu'il a récupéré le titre au micro, il est de plus en plus fort. Et je trouve ça assez intéressant avec son pantalon, comme dirait Nadir, de, de la RATP. Mais franchement, c'était quand même assez intéressant de voir un tel combat, un tel discours promo à distance entre ces deux hommes-là. Et franchement, j'ai apprécié comment la WWE a délivré ces promos-là. On a eu Gunther en duplex avec Goldberg et Gunther sur le ring. Et là, franchement, je commence à devenir hype par ce match, même si on connaît tous à peu près ce qui va se passer et qu'on sera peut-être un peu moins hype après. Mais en tout cas, c'est incroyable comment la WWE arrive à changer les choses ces derniers temps. Et moi, je trouve ça bien de voir un Gunther qui prend la... Enfin bref. Ensuite, après, donc, on a eu euh, Jackie qui était avec Sami Zayn pour ses commentaires sur la défaite dans le King of the Ring, mais Karen Cross est venu, il a dit, il a bien, il a cru les paroles, mais qu'est-ce qui arrivait? Zayn a affronté The Viper et quand Sami Zayn va comprendre que la façon d'être de Sami Zayn ne fonctionne pas, il sera jamais World Champion. Zayn frappe Cross en plein visage. Dès qu'il a terminé de parler Cross, il parlait avec Adam Pearce et leur match est officiel. Cross rigole, franchement, très très bon discours, très très bonne promo. Entre les deux lutteurs, ils se cherchent un petit peu trop ces dernières semaines et je trouve ça très très bien de la part de la WWE.
de les mettre en avant tous les deux. Comme ça, il n'y a pas de jaloux vraiment un Sami Zayn qui est sur les devants de la scène et qui continue à booster comment il fait ça, ses talents, quoi. Franchement, c'était incroyable. J'ai aimé comment la WWE a fait ce segment-là. Et donc, c'est un point neutre, parce que j'attends de voir la suite. Ensuite, après, donc, on a eu le match pour le Women's Intercontinental Championship. Bailey, qui a obtenu, suite à son retour, son match de championnat face à Becky Lynch, elle qui lui a volé son spot. Du côté de WrestleMania, on a eu une superbe affiche avec beaucoup de contres, table des commentateurs, chaise sur Bailey pour la garder au sol. Lyra Valkyria qui arrive et qui motive Bailey qui veut frapper Lynch, mais Valkyria monte sur le tablier furieuse, mais ne peut pas la frapper. Bailey veut revenir sur ring, Lynch la repousse et se lance en baseball slide, mais Bailey évite et le fait à Valkyria. Bailey lance Lynch contre la table, le patou et le poteau et la barricade. Bailey ramène Lynch sur le ring et monte sur le coin, mais Valkyria monte sur le coin et commence à rouler de coups. Lynch, l'arbitre, arrête le combat. Franchement, c'est dommage quand même cette fin de match qui a un petit peu gâché, mais j'ai apprécié quand même comment la WWE a fait un tel scénario. C'était incroyable comment la WWE, ils ont fait une telle chose et un tel combat. Franchement, la rencontre était bonne en elle-même, et malheureusement, elle a été gâchée par un petit peu l'intervention de l'Iraka. Enfin, c'est parti en sucette. Ce titre intercontinental féminin devient de plus en plus prestigieux depuis que Becky Lynch l'a remporté du côté. Je crois que c'était Backlash ou Night of. Enfin, je sais plus le show en date, mais franchement, ça devient de plus en plus prestigieux. C'est parti en autre boudin, malheureusement. Ou heureusement, enfin, ça dépend d'où on se positionne. Franchement, j'ai beaucoup aimé comment la WWE a m'a fait apprécier ce match-là parce que Bailey, plusieurs fois, j'ai cru qu'elle allait gagner, notamment avec son elbow du coin, mais Lyra Valkyria, qui est comme une garce, enfin, comme une petite jalouse, on va dire ça comme ça, va venir et rouer de coups Becky Lynch qui va causer la disqualification de Bailey. Elle lui gâche un petit peu son opportunité au titre, mais c'est de bonne guerre, à mon avis. Bailey aura d'autres chances. Franchement, c'était quand même incroyable comment la WWE était vraiment aux anges, Bailey et Valkyria, ils ont argumenté alors que Lynch s'est échappé, mais quand même, Becky Lynch, elle a progressé dans le ring depuis son retour, elle a récupéré ce titre intercontinental, elle le rend plus prestigieux qu'auparavant que Lyra Valkyria, même si Lyra Valkyria avait un bon règne. Becky Lynch, elle le rend encore plus prestigieux et j'apprécie ça assez largement. C'est que la WWE sait ce qu'elle fait et sait comment elle peut faire pour être causer des matchs et des disqualifications. Regardez, là, elle est prête pour le elbow drop. Elle va montrer sur le ring et va ruer deux coups Becky Lynch qui va causer la disqualification. L'arbitre n'a pas d'autre choix que de disqualifier Bailey. Malheureusement pour elle, ce match de championnat-là, elle ne récupère pas le titre. C'est Becky Lynch qui le conserve. Mais on a une suite logique, je pense, dans les prochaines semaines qui va arriver, notamment peut-être, pourquoi pas dès ce soir, mais j'y reviendrai dans la review de Night of Champions du coup. Mais c'était quand même une très bonne chose de la part de la WWE de faire une intervention de l'Iraka qui était un peu jalouse que Bailey lui soit passé devant, et je pense que c'est ça qui l'a fait un petit peu péter les boulons, excusez-moi l'expression, et qui l'a fait vraiment briller, intervenir et écouter le match à Bailey. Ça va forcément faire les affaires de Becky Lynch, qui est un petit peu, certes, elle a deux rivales, mais est toujours championne. Donc on va bien voir dans les prochaines semaines ce qui va se passer. Et franchement, il y a certaines tensions, et je trouve ça très bien de la part de la 2 de faire des tensions autour de ce titre-là qui, pour moi, commence à devenir prestigieux et intéressant. Donc c'est une bonne chose de voir une Bailey qui va pas être contente du coup après les rails. Je pense que ça va partir un petit peu en sucette ce soir, qu'elles vont s'embrouiller. Elles ont déjà commencé à s'embrouiller la semaine dernière en disant que c'était son match. Bailey, elle était furieuse, elle a dit que c'était son match avec Valkyria. Elles ont commencé à argumenter. Elles se sont un petit peu embrouillées et c'est une bonne chose. Je trouve que la WWE fait très bien le job et sert franchement à merveille, et c'est un point positif parce que j'ai vraiment hâte de voir la suite de cette rivalité et comment ça va se tourner et comment la WWE va nous mener. Mais voilà quoi, c'était quand même assez incroyable. Ensuite, après, du coup, on a eu Chad Gable qui discutait avec Ivy Knight, dit que Knight a toujours été son étudiante préférée. Knight aurait dû ou bien le tournoi, mais elle avait Steven sur son chemin. Dans ce cas, Knight devrait prendre exemple sur lui et de se débarrasser de Penta passe devant
Rival dit que c'était un plaisir de d'être peut-être qu'il va lui déchirer son masque et montrer à quel point il est Penta fait et enchaîne avec son sacrifice de ça pour l'arrêter. Donc Penta qui blesse Chad Gable, je trouve ça quand même assez intéressant la part de la douleur, comment ça a été mené en coulisses et comment la douleur a géré ça. Franchement, c'était à merveille. J'ai apprécié comment la douleur a construit ça et surtout sous le regard de Ludwig Kaiser. Franchement, Ludwig Kaiser qui est un peu porté disparu ces dernières semaines et je trouve ça dommageable. Mais là, on a eu vraiment une chose qui nous a fait penser que bah, tout simplement Penta, il était vraiment fâché, en colère de sa défaite. Et Gable l'a un petit peu provoqué et ça le met sur la touche. Allez hop, au revoir Chad Gable, t'es blessé. Et franchement, c'était incroyable. Et ensuite, après, du coup, on a une promo de Raquel Rodriguez qui dit que Rhea Ripley ne peut pas la sortir du coin of the ring et s'en tirer ainsi sans problème. Rodriguez dit que c'est le moment, c'est de prendre la raclée qu'elle mérite. Rhea Ripley arrive sur le ring et les deux commencent à échanger les coups. Rodriguez la repousse contre la barricade et prend l'avantage. Par une table, mais Ripley l'arrête et la pousse contre la marche. Ripley installe la table sur le ring et attrape Ripley prépare une prise. Et Roxanne Perez arrive et saute sur le dos de Ripley. Ripley repousse Perez contre le coin, mais Rodriguez en profite pour faire un chokeslam à Ripley à travers la table. Franchement, très bon segment hyper intéressant entre ces deux jeunes femmes. On sait qu'elles se détestent et que Ripley a coûté le match Queen of the Ring à Raquel Rodriguez et l'inverse c'était vrai aussi la semaine juste avant. Donc c'est quand même un point positif. J'ai beaucoup aimé comment Raquel Rodriguez a fait son chokeslam à travers la table à Rhea Ripley alors que Roxanne Perez est intervenue, bien évidemment, donc c'est quand même un point positif, même si elle s'est fait un peu repousser. Roxanne Perez, elle a que 23 ans, je le disais, elle est jeune, et Rhea Ripley est jeune aussi, Raquel aussi, donc la moitié des champions par équipe. C'était logique qu'elle ne voulait pas en rester là après que Rhea Ripley lui ait coûté son match, qu'elle aurait la raclée qu'elle mérite. Bien évidemment, je ne sais pas si cette rivalité-là est terminée ou pas, mais en tout cas, c'était à merveille comment la WWE a tourné ce segment avec une réalité qui a tout de suite le dessus. Finalement, il faut se mettre à deux pour la mettre au tapis avec Roxanne Perez. Donc, c'est quand même qui va tenter d'aider Raquel Rodriguez, qui va lui permettre de reprendre ses trucs et faire passer Ripley à travers la table. Donc, c'est quand même une bonne chose. Et je trouve ça serait bien de la part de la WWE de mettre Ripley vraiment au cœur en avant et de tout simplement démontrer tout simplement que Ripley a besoin a besoin d'adversaires de son calibre, à sa taille, et c'est quand même une bonne chose, franchement, qu'elle soit mise un petit peu en difficulté ces derniers temps, ces derniers mois, ces dernières semaines, et c'est un point positif, donc j'ai vraiment hâte de voir la suite, et on va bien voir ce qui va se dérouler. Ensuite après, donc on a eu un segment en coulisses entre de Jackie qui demande à Asuka ses commentaires sur le tournoi. Asuka dit que bientôt elle sera la reine car personne n'est prêt pour Asuka. Io Sky arrive et la félicite. Si Asuka gagne, elle pourra enfin avoir Asuka contre Io Sky. Asuka dit qu'elles vont se voir à SummerSlam. Sky dit qu'elle sera prête. Franchement, c'était un segment assez intéressant et comment la doueux l'a mené, je l'ai apprécié. Donc elle se cherche un petit peu. C'était quand même assez intéressant de voir une Asuka et une Io Sky se chercher un petit peu ces derniers temps. J'ai apprécié comment la WWE a mené son bateau et a mené sa barque. Donc on va bien voir dans les prochaines semaines ce qui va se passer. Et franchement, c'est quand même une bonne chose, je trouve, de mettre en avant de tels scénarios, de telles choses entre Asuka et Io Sky. Donc on va bien voir maintenant ce qu'ils vont faire. Mais franchement, c'est incroyable comment la WWE guide et dirige un petit peu ces derniers temps, ces dernières semaines. Ses talents, donc on va bien voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines avec un tel scénario, une telle liste, donc ça va être encore incroyable pour Asuka et Io Sky. De retour en coulisses, Rhea Ripley entre dans le bureau d'Adam Pierce et dit qu'elle verra qu'elle Pierce propose un Ripley dit que c'est encore mieux. Franchement, c'était quand même incroyable. Là aussi, la promo de Rhea Ripley qui aura Raquel Rodriguez dans un street fight, ça va être incroyable ce match. Et ça sera un Night of Champions, bien évidemment. C'est quand même une bonne chose. Moi, j'apprécie les matchs à stipulation de la part de la WWE, street fight ou autre. Donc, on va bien voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines, mais on voit bien qu'Adam Pierce, il en a ras-le-bol, qu'il en a un peu marre de ses talents qui se permettent de rentrer dans son bureau comme ça, etc. etc. Enfin bref, mais Rhea Ripley était vraiment fâché d'avoir traversé cette table des mains de Raquel Rodriguez avec ce chokeslam que je vous ai parlé juste avant,
que c'était logique en fait, c'était la suite logique d'avoir ce match-là entre elle et Raquel Rodriguez du côté de Night of Champions. On va bien voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines, mais ça risque d'être un combat d'anthologie. En tout cas, lors de Night of Champions, mais en tout cas, c'est très très bien que Rhea Ripley soit venu, c'est un point positif. Passons maintenant au main event. Cody Rhodes contre main event Jey Uso pour la demi-finale du Queen of the Ring. Là aussi, on a eu un match incroyable pour savoir qui allait affronter Randy Orton lors de Night of Champions en finale. Franchement, j'ai apprécié comment la WWE a livré une telle performance, un tel combat entre ces deux potes-là. On a l'ancien champion du monde d'un côté, Jey Uso, et de l'autre, on a l'ancien champion de Cody Rhodes. Ils ont livré une bataille, franchement. J'ai apprécié. Jey, il a voulu faire un crossroads, il s'est pris un cutter, mais il s'est relevé. Il y a eu un springboard kick, mais Jay l'a évité. Il y a eu un spear, Cody a résisté. Il y a eu euh, un autre spear, Cody l'a bloqué avec un coup de pied. Il y a eu un Cody cutter du camp, mais Jay s'est relevé. Cody il l'a pris pour le crossroads, mais c'est Jay qui va le faire. Cody va résister. Jay fait un super et ordonne à Cody de se relever pour faire un autre super kick. Jay le relève et fait un. Jay monte sur le coin, mais Cody se relève et lui fait un cutter du coin. Cody enchaîne avec un crossroads pour le compte de 3. Encore une très très belle victoire de Cody Rhodes, qui pour moi est un catcher qui méritait en fait sa place dans cette finale du King of the Ring. Mais Jey Uso, et franchement là, il a porté le match quand même, et Cody Rhodes aussi, ils ont livré une performance, un combat hors norme, hors du commun. Franchement, j'ai pas les mots. J'ai apprécié ce match comme si il était hier, alors qu'il était il y a une semaine maintenant. Et franchement, bah, j'ai adoré comment la WWE a porté et a construit ce match. Franchement, on a eu un Jey Uso qui a tout tenté, le crossroads, le spear, le splash. Je crois même qu'il en a placé un, mais je sais plus exactement à quel moment dans le match. Mais c'est là pas réussi, en tout cas, il l'a essayé. Et au final, il ressort grandi de ce match parce que quand même, il s'est relevé de pas mal d'enchaînements habituels de Cody Rhodes. Alors oui, les deux hommes se connaissent, certes, etc., mais quand même, il a fallu un crossroads pour mettre Jey Uso au tapis et envoyer Cody Rhodes en finale. C'est logique que Cody soit en finale, mais de là à que Jey Uso le mette autant en difficulté et que le match dure aussi longtemps, c'était quand même incroyable. C'était quand même un bon rôle, franchement. Dans l'ensemble, j'ai apprécié comment la double la mener, la livrer et comment ils ont fait pour le mettre en avant. Franchement, c'était incroyable et j'ai adoré ce qu'ils ont fait. En tout cas, c'est incroyable de voir un Cody Rhodes vraiment voler la vedette. Franchement, on a eu un Jey Uso qui il a aussi volé la vedette, bien évidemment, mais qui a eu des moments à lui, quoi. Et finalement, c'est avec un crossroads qu'il perd ce match. Donc, on a le compte de 3. 1, 2 et 3 après le Crossroads, on va voir le câlin parce que c'est deux amis. Mais franchement, je trouve que Jey Uso et Cody Rhodes ont dépassé leurs limites. Enfin, franchement, ils ont été au-dessus de la compétition des dernières semaines. C'est quand même incroyable de la part de la WWE de faire ça. Donc après, on a eu le câlin d'amis, bien évidemment. Enfin bref, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si c'est pas déjà fait. Si c'est pas déjà fait. Et bah, voilà, tu chaud, je vais mettre un bon 16 sur 20 parce qu'il a été très très bon ce rôle-là et incroyable même, je dirais. Donc tout mon soutien encore une fois à Rita pour ce qui s'est passé ce week-end. Je reviendrai lors de l'arrivée de la PC peut-être, mais en tout cas c'était incroyable ce rôle. Et donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Encore une fois, je le dis, je me répète, ne critiquez surtout pas. Et sur ce, je vous dis ciao, bye et à très vite pour une nouvelle vidéo.